Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission du Blue Innov Live, votre magazine de l'innovation. Un nouveau programme pensé, conçu et produit par le Polmer Bretagne Atlantique et réalisé avec notre partenaire, le magazine Le Marin, le média de l'économie maritime. Dans le contexte actuel de relance économique et de réindustrialisation, de transition écologique et de transformation numérique, dans lequel l'économie maritime et les territoires ont toute leur place, le Polmer Bretagne Atlantique a souhaité créer ce nouveau rendez-vous destiné à sensibiliser tant le grand public que son écosystème aux enjeux de l'innovation maritime. Pour cette première, le Polmer a choisi le thème de l'économie maritime circulaire, porteur d'enjeux très importants à la fois de développement économique et de transition écologique. Il couvre de nombreux aspects sur lesquels d'importants progrès ont été réalisés, tels que le recyclage des matériaux, les ressources biologiques ou encore la pêche qui évolue, elle aussi, vers cette économie circulaire. Une émission que je vais vous faire vivre en compagnie de Lucie L'Autre-Doux, journaliste de la rédaction de notre partenaire Le Marin, que je salue et qui est déjà en place pour mener les différents échanges avec nos intervenants du jour. Quelques mots avant de commencer, ce magazine est aussi le vôtre et vous pouvez tout au long de l'émission poser des questions à nos invités. Rentrons maintenant sans plus attendre dans le vif du sujet en accueillant notre grand témoin du jour qui nous fait l'honneur d'inaugurer par sa présence ce nouveau magazine. Bonjour Catherine Chabot. Bonjour. On ne vous présente plus, navigatrice émérite avec notamment 2 Vendée Globe et 13 traversées de l'Atlantique à votre actif. Journaliste de radio, de télévision, vos engagements sont connus. Vous êtes aujourd'hui en tant que député européen la voix de l'océan au Parlement européen. Bienvenue à vous. Tout de suite, première rubrique de l'émission, l'éclairage. Bonjour Madame Chabot, merci d'être parmi nous. Il serait sûrement intéressant de commencer par parler de l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est par opposition à l'économie linéaire? Voilà. Écoutez, d'abord, merci pour votre invitation et bravo pour cette initiative. Vraiment, je voudrais saluer à la fois le Polmer, le Marin et Rivacom qui met tout ça en musique, parce que je pense qu'on a vraiment besoin, ça fait 20 ans moi que j'ai arrêté la compétition, et je pense qu'on a besoin de mettre en lumière les innovations. La transition, elle se fera par les innovations. Et de manière à ce qu'elle fasse des petits, je crois beaucoup à cette spirale vertueuse, c'est déjà aussi de la circularité. Donc l'économie circulaire, elle, comme vous l'avez dit, elle se développe par opposition à l'économie linéaire où on prend des matériaux, des ressources, on fabrique, on consomme et on jette. Là, l'idée, c'est d'arriver à remettre... moi, j'aime bien l'expliquer en disant que c'est une bonne gestion des flux, des ressources, qu'elles soient minérales, de manière à ce qu'il n'y ait pas de déperdition dans tout le cycle de vie des matériaux, quand ils partent du matériau jusqu'à l'objet et jusqu'à leur fin de vie, etc. Et donc, ça suppose une mise en relation des acteurs. Parce que moi, je vais, par exemple, quand je fais du bateau, mon bateau en fin de vie, à quoi il va servir? Je crois d'hier, tout à l'heure, que vous avez un acteur sur, voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'exemples déjà existants. L'économie circulaire dans le maritime existe déjà. Donc, il y a, par exemple, des acteurs des pêcheurs dont les rejets des poissons vont pouvoir nourrir des moules. Ça, c'est un autre exemple de l'économie circulaire. Et au-delà de la revalorisation et de la fin du tout jetable, il y a aussi cette question de l'éco-conception. Et là, on est complètement dans l'innovation. Comment est-ce que je peux concevoir mon produit dès l'origine pour faire en sorte qu'il soit le moins impactant possible pour l'environnement? Absolument, parce qu'en fin de compte, on doit déjà penser à la fin de vie de manière à pouvoir déconstruire. C'est vrai des bateaux, qui fait intervenir aussi bien de l'électronique, de l'électricité, un moteur, des matériaux plastiques, etc. Donc il va falloir déconstruire. C'est vrai aussi pour ce qu'on est en train d'installer autour des côtes de métropole, ce sont les énergies marines, les éoliennes offshore, qu'elles soient
soient posées ou flottantes, elles auront une fin de vie. On n'a pas pensé, quand on a installé les plateformes pétrolières, on n'a pas pensé à leur fin de vie, et certaines commencent déjà à trouver d'autres solutions. C'est vrai pour tout, c'est vrai aussi pour des infrastructures comme les ports. Je pense que c'est important moi, c'est déjà du reste beaucoup développé dans plusieurs ports. Je pense à Dunkerque, à Marseille ou même à La Rochelle. Où ces 3 ports, je les ai visités et je sais qu'ils ont tous développé une identification des flux, par exemple récupérant la chaleur d'une usine à Dunkerque, ArcelorMittal pour ne pas les citer, qui va permettre de chauffer. À La Rochelle, il y avait toute une initiative où on a d'abord identifié les flux, et ça oblige en plus les acteurs finalement à se rencontrer. Ça crée un écosystème et ça a même un impact social. Et au-delà de structures à fortes valeurs ajoutées très complexes en termes de conception, il y a même tout simplement un filet de pêche, par exemple. Oui. Comment est-ce qu'on le revalorise ? Alors, au Parlement européen, moi, j'ai été rapporteur d'un rapport sur l'impact des déchets marins sur les pêcheries, donc la pêche et l'aquaculture. J'ai abordé l'impact des déchets à tous les cycles, dans une démarche, une vision systémique. Et je me suis aussi intéressée aux déchets que produisent les aquaculteurs et les pêcheurs eux-mêmes. Et c'est très intéressant parce que on constate que 27% des déchets qu'on retrouve sur les plages viennent de la pêche et de l'aquaculture. En même temps, on constate qu'il y a une 50aine de polymères différents qui constituent les filets de pêche, voire qu'on introduit d'autres matériaux dedans. Donc, vous imaginez en fin de vie, parce qu'un filet de pêche, ça a aussi une fin de vie, voire malheureusement de temps en temps, ça finit à la mer. De la même manière que dans l'aquaculture, on a une vraie problématique avec les poches ostréicoles qui sont en plastique. Alors, à certains endroits, les ostréiculteurs, qui sont parfaitement conscients de cette problématique, ont installé des coupelles pour le premier stade de vie des huîtres. Alors, ça réduit l'impact des déchets. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens voient aussi l'économie circulaire comme un vrai sujet, une véritable solution pour réduire nos déchets. Et justement, étant donné que c'est une solution et que vous connaissez extrêmement bien les océans de par votre passé de navigatrice, maintenant vous êtes femme politique, comment est-ce que vous pouvez influer pour que l'économie circulaire soit plus ancrée dans l'économie maritime, et comment est-ce que cette économie maritime peut aussi jouer dans l'économie circulaire et sa mise en œuvre? Alors c'est vrai qu'au Parlement européen, j'essaie, comme je dis, de faire monter le niveau de la mer, de l'eau salée dans tous nos textes. Il faut savoir qu'en fin de compte, la mer et les enjeux maritimes et les activités maritimes, finalement, elles existent dans tous les sujets qu'on traite, qu'on s'occupe de biodiversité. La feuille de route de l'Union européenne, c'est le Green Deal, c'est la neutralité carbone en 2050. Et donc, le paquet économie circulaire, il entre dans cette mise en œuvre et tout concerne le maritime, que ce soit les ressources pour fabriquer nos bateaux, il va bien falloir aller chercher des matériaux, les ressources biologiques aussi, que ce soit les déchets du maritime, et en même temps ça permet, moi je sais que sur ce sujet des déchets de la pêche ou de l'aquaculture, mais aussi du recyclage des navires, la production d'hydrogène demain, elle va pouvoir aussi se faire grâce aux énergies marines. Et ça, on n'y pense pas forcément. Donc, dans mes amendements, puisque un député européen, ça produit des rapports, ça s'exprime, mais ça amende aussi les textes de la Commission ou des rapports des collègues. À chaque fois, j'essaie d'introduire un petit peu d'iode. On a peut-être des questions qui nous sont arrivées par ailleurs. Non, pour le moment, on est toujours en phase de... Voilà, on attend les retours des internautes. Des internautes. Pas de souci. Donc on peut poursuivre. Exactement. Merci mesdames pour ce premier échange passionnant. Nous retrouverons Catherine Chabot en fin d'émission pour poser son regard sur ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, tout de suite, nous allons enchaîner avec notre première table ronde autour de l'économie maritime circulaire et plus précisément sur le thème des matériaux dans cette économie maritime. Mais avant de vous présenter les invités de Lucie, notre partenaire Le Marin, tout de suite, je vous fais partager la vision du pôle mer à travers le regard de notre expert sur le sujet, Pascal Larnoux.
Les matériaux dans l'économie maritime circulaire peuvent concerner des sujets très variés, sur les navires eux-mêmes, mais aussi pour les activités à bord et autour de l'exploitation de ces navires. Mais ça peut être également l'exploitation de sédiments marins issus de dragage de port, par exemple, qui seront recyclés, par exemple sous forme de béton écologique. Des solutions existent pour le recyclage des bateaux, adaptés à leur taille et à leur nature, qu'il s'agisse d'unités professionnelles et de plaisance. En 2019, la Commission européenne a publié une directive sur la réduction de l'incidence des produits plastiques sur l'environnement. Et en 2020, l'État français a publié une loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui acte le principe de la REP, de la responsabilité élargie des producteurs, entre autres pour les engins de pêche contenant du plastique. Et cette loi prendra effet au 1er janvier 2025. Les producteurs seront tenus d'utiliser l'éco-conception vraiment dans le développement de leurs produits et également de développer des circuits de collecte et de recyclage des engins de pêche. Les solutions sont variées pour limiter les pollutions plastiques en mer liées aux engins de pêche et les adhérents du pôle mer Bretagne-Atlantique ne manquent pas d'idées à ce niveau. La première solution, c'est de limiter la perte des engins et de faciliter leur récupération par leur connexion par les tags satellites et acoustiques. C'est ce que fera le projet IDIR Bretagne-Atlantique porté par la société CLS qui permettra de localiser des engins perdus et de faciliter leur récupération et leur recyclage. Après récupération, il faut développer des réseaux de collecte et de recyclage. C'est ce que fait la société Filefab et également la coopération maritime dans le cadre du projet Recipêche. La troisième solution, c'est de limiter directement la pollution plastique en mer et de faciliter le recyclage à terre par la conception d'engins de pêche biodégradables en mer. C'est l'objectif du projet Link Biomer qui est porté par la société Le Rezen, qui vise le développement de cordages et de nappes de filets biodégradables en mer. C'est également l'objectif du projet Gualendu, porté par la société Finish, qui développe des cannes à pêche ou des mâts haute performance pour le nautisme à partir de matériaux 100% recyclables. Enfin, le développement de techniques de pêche moins impactantes sur les fonds marins, basées en particulier sur l'intelligence artificielle, limitera la perte et l'usure des engins et facilitera la mise en œuvre de matériaux éventuellement plus fragiles, mais biodégradables et à minima recyclables. La boucle sera ainsi bouclée. Merci Pascal. Lucie, je te laisse la parole pour cette première table ronde en compagnie de Didier Toquet, président de Bateau, et de Nicolas Proulac, directeur général de Solvalor. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Bateau et Solvalor, deux projets labellisés par le pôle mer que nous allons découvrir ensemble avec toi Lucie. Merci beaucoup. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venus parmi nous avec, pour le cas de Solvalor, des échantillons pour nous présenter ce que vous pouvez faire. Catherine Chabot nous en parlait, de la valorisation des sédiments marins. Du coup, depuis 20 ans, vous travaillez sur cette thématique. Vous étiez assez pionnier en France sur ces questions-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment vous est venue cette inspiration et ce souhait de valoriser les sédiments marins pour en faire des matériaux solides pour la protection des ports, principalement? L'inspiration, c'est un petit peu le hasard, puisque ça fait 20 ans qu'on a un peu les pieds dans la vase. On s'est enlisé au cours d'une régate étudiante. On s'est dit comment est-ce qu'on va sortir de cette ornière. Donc de fil en aiguille, on a commencé à réfléchir à des solutions pour sortir ces sédiments-là et les revaloriser. On savait que les pays d'Europe du Nord avaient déjà réfléchi à des procédés techniques pour le recyclage, que la France allait y venir. Donc on a pris le parti, à la sortie des études, de se dire allez, hop, on lance notre société et on va trouver une solution pour réutiliser ces matériaux-là. C'était finalement l'esquisse de l'économie circulaire, mais dans les années 2000, c'était pas forcément dans les mœurs. On va le voir plus tard, puisque les évolutions réglementaires sont venues plus tardivement. Les pays d'Europe du Nord l'avaient déjà initié, mais bon, les Belges, les Hollandais, eux, ont un territoire plus réduit, ils ont moins de ressources, alors qu'en France, on n'avait pas forcément cette culture-là. Donc on s'est inspiré de ce qu'ils faisaient, on l'a lancé, et puis finalement, entre les années 2000, et je vous présenterai cette espèce de petite esquisse de tomettes, de châteaux à base de sédiments du port de Vinic. La loi sur la transition énergétique de 2016 a fait beaucoup. Elle impose 70% de recyclage des déblais de chantier. Alors, déblais de chantier, ça peut être tout aussi bien du dragage que du terrassement. Donc, il y a une première loi qui est incitative et qui disait en 2020, 70% des matériaux devraient être valorisés. On en est loin. Donc,
il y a d'autres textes qui sont sortis très récemment. Hein, peut-être on en parlera, la loi AGEC sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire, les décrets sur la sortie du statut de déchet. Donc on sent vraiment que cette spirale vertueuse qu'on a amorcée un petit peu par hasard dans les années 2000, nous, elle a pris son essor à partir de 2015-2016. Et bon, après, juste, c'est pour que je pense qu'on factualise un petit peu ce que c'est que le recyclage et l'économie circulaire. On a déposé un brevet, et à Binic, on avait pris le parti d'essayer de faire des tomates et avec ces produits un peu argileux. Les tomates, c'est un four, c'est beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie pour traiter quelque chose qui est humide et minéral. Au final, c'était pas en termes de bilan carbone très vertueux. On est parti sur d'autres solutions et aujourd'hui, on déploie l'intégration des produits de dragage dans des bétons recyclés. Donc les différentes matrices du sédiment, en fonction de sa composition, pollution ou pas, sableux ou pas, peuvent réintégrer de la fabrication ici de Lego Block. C'est une échelle miniature, il faut l'imaginer. x10. Voilà, exactement, x10, pas loin d'un mètre cube. Et là, vous pouvez l'imaginer x20. Puisque c'est un tétrapode, c'est des petits ouvrages, enfin des petits, ils peuvent être très gros, qui viennent protéger les digues des effets de la houle et éventuellement aussi de l'élévation du niveau de la mer. Les sédiments reviennent à la mer, mais sous une nouvelle forme. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de solutions qui existent. La plus vertueuse, et celle qu'on expose là, ce serait en effet redevenir une ressource pour aider les territoires à se protéger contre l'élévation du niveau de la mer, pour aider les ports à se protéger également. Donc on sait sur une boucle verte très vertueuse à une échelle locale. Je pense que c'est l'optimal qu'on puisse imaginer pour l'économie circulaire. Très bien. Et de votre côté, Didier Tocquet, vous avez une démarche tout à fait différente. Vous avez travaillé pendant plusieurs décennies dans le secteur des déchets, donc vous avez vu naître cette thématique de l'économie circulaire et vous avez une démarche assez originale où vous allez revaloriser des navires qui ne naviguent plus pour en faire du logement, des aires de jeu pour enfants, enfin, une créativité de votre démarche de revalorisation du coup des navires. Alors on s'attaque beaucoup en ce moment aux navires de plaisance. Fin des années 60, l'arrivée du polyester qui a permis de révolutionner l'architecture de bateaux, mais aussi la construction en série. Et puis, 60 ans après, ces gisements existent toujours. Il y a 1 million de bateaux de plaisance qui sont immatriculés en France, c'est colossal. On est presque des records du monde. Ça fait un bateau pour 67 habitants en moyenne en France chez nous, c'est quand même fort. On est leader de la fabrication des voiliers de plaisance mondiale, avec le groupe Beneteau et la Vendée notamment. Et paradoxalement, avec tout le symbole de l'évasion que propose un bateau, notamment un bateau à voile, on se retrouve à avoir un gros problème de gestion de fin de vie de ces bateaux, d'où l'État qui a mandaté l'industrie nautique de créer un éco-organisme sur le principe de la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire les metteurs sur le marché sont responsables de la fin de vie des bateaux, sans vraie solution aujourd'hui, puisque 95% des bateaux sont fabriqués en polyester qui ne se recycle pas. Et donc on a d'un côté l'éco-organisme qui a commencé à lancer des centres de déconstruction qui sont une économie linéaire qu'évoquait Catherine Chabot tout à l'heure. Et puis nous on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas des modèles économiques complémentaires qui n'ont pas la même ambition? On ne va pas réemployer 1 million de bateaux de plaisance, mais on peut réemployer. Mais qui est une économie au contraire positive, qui va... l'économie circulaire qui est le thème de votre émission. Donc vous avez une large ressource avec ce million de navires de plaisance. Et de votre côté aussi, parce qu'on peut se poser la question, l'économie circulaire, si on va jusqu'au bout du process et qu'il n'y a plus de déchets, il n'y a plus de ressources. Alors vous, de vos côtés, comment est-ce que ça se passe? Le sédiment, ça se renouvelle. Le bateau de plaisance, a priori, on en a pas mal. Est-ce que c'est une ressource finie ou un... Alors, ce qui est drôle dans l'économie circulaire, c'est que... Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir refaire des tas de choses avec ce que tu fais, mais nous, un bateau, quand on l'a rénové, donc ça nous a déjà amené une économie, puisqu'on le vend. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de cycle de vie. Ce qui est drôle de voir, c'est qu'aujourd'hui, quand on vend un bateau réemployé, par exemple, en activité de camping, on va le vendre 20 000, 25 000 euros, par exemple. On s'aperçoit que sur un cycle de vie de 40 ans, entre le prix de vente qu'on l'a vendu à l'époque et le prix... On double la valeur sur le même cycle de vie des choses. C'est vrai que ces systèmes économiques sont assez intéressants. Puis ma réponse aussi, c'est un camping qui va exploiter un bateau et accueillir des touristes. Il va lui générer un chiffre d'affaires qui peut durer encore pendant longtemps. Donc on n'a plus forcément besoin de la matière est réemployée, elle a un autre usage, elle a une économie qui s'est fondée dessus, et c'est tout l'intérêt du réemploi du cercle vertueux, et de cette économie circulaire dont on parle tant.
De votre côté, les nécessités de dragage vous assurent une... Oui, c'est vrai que souvent on en plaisante et ceux avec qui on travaille sourient en me disant toi tu auras toujours de la vase, elle revient tout le temps. Elle revient tout le temps, d'autant plus que les porte-conteneurs sont de plus en plus gros. Donc on arrive à creuser de plus en plus les ports, donc il va falloir toujours de plus en plus entretenir. Est-ce que tu peux refaire des bancs de corail qui sont en train d'être détruits par une nature Oui, alors je ne sais pas si on allait en parler, Lucie, mais bon, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on imagine, nous, réintégrer le sédiment dans son environnement proche. On parle aujourd'hui de réflexion sur des éco-récifs. Par exemple, vous faites un projet éolien en mer ou ailleurs, vous artificialisez les fonds. Nous, on vient amener potentiellement quelque chose qui rebooste la biodiversité avec une matrice de sédiments. C'est quand même le retour aux sources ou aux ressources. On travaille sur du mobilier urbain. C'est pareil qu'une ville littorale, une commune littorale qui a ce type de matériaux se disent tiens, je construis mon mobilier urbain, bordure de trottoir, des bancs, des blocs stop, des barrières anti-franchissement. Avec ces produits-là, ce serait d'une logique. Donc, comme nous, quelque part, le circuit court est un sujet important. Ça nous intéresse. Plus on est court, plus on trouve l'ensemble de l'intérêt de ces modèles d'économie circulaire. Oui, voilà. On revient au local. Et quant à votre première question d'origine, en France, il faut les quelques chiffres, il y a 60 millions de mètres cubes qui sont dragués. 95% sont restitués au milieu naturel. Donc nous, on va s'attacher à recycler les 5% restants, que ce soit en fluvial ou en maritime. Donc ceux-là, c'est sûr qu'ils reviendront tout le temps. Et puis, il y a quelque chose à considérer, c'est que le béton bas carbone, parce que ce béton-là, il fait une empreinte carbone qui est 80% plus faible que le béton normal. Ce béton-là, vous le concassez en sa fin de vie, et il peut être réintégré au milieu naturel. Ou au milieu naturel, ou dans un nouveau béton. Et sur les bateaux de plaisance, 1 million de bateaux immatriculés, comme on le disait, donc un gisement considérable. À exploiter, et tous les bateaux qui sont encore fabriqués en polyester aujourd'hui risquent de ne pas, on n'a pas encore trouvé quoi faire avec ce polyester, malgré le fait que la recherche est beaucoup axée là-dessus, dont vous d'ailleurs, je crois. Tu m'as pas dit que tu voulais mettre du polyester dans le béton. On essaie d'intégrer des fibres. On pourra plus réintégrer dans le milieu si on y Par contre, après, ça sera plus délicat, mais les fibres dont on parle peuvent fibrer le béton et lui donner des meilleures propriétés mécaniques. Donc on les étudie aussi. Vous allez pouvoir faire du réseau et gérer vos choses à dire. Merci beaucoup. Je pense que des gens ont des questions à vous poser. Alors déjà, merci à tous. Donc en effet, avant d'enchaîner, Lucie, quelques petites questions pour nos invités venus de nos téléspectateurs, donc à travers le chat et le SMS. Donc première question, la circularité de vos activités est-elle plus rentable économiquement et si oui, en quoi ? Je pense que vous avez commencé à répondre à la question en nous parlant de la valorisation des navires. J'achète les bateaux en fin de vie 1 €, c'est ma matière première, donc parce que je pars d'un déchet, c'est quand même tout l'intérêt, on peut faire des tas de choses avec des déchets, souvent on a qu'à se baisser pour les ramasser, alors après il y en a qui sont plus complexes que d'autres, les sédiments sont plus compliqués, mais on a une matière première en général qui est soit coûteuse si on la détruit en économie linéaire, en décharge ou en incinération, ça commence là, et puis de là, on peut créer de nouvelles activités avec ce qu'on réemploie, puisque c'est ce que je fais, qui sont aussi de la création de richesse. Et donc, et par contre, on essaie vraiment, parce qu'on est aussi une structure de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est un travail de main-d'œuvre qui peut former des gens, on essaie de travailler en circuit court. C'est ce qu'on se disait. C'est-à-dire, les bateaux de Bretagne, il faut qu'ils restent en Bretagne. Je ne vais pas fabriquer un bateau en Bretagne et aller le vendre à Marseille, par exemple. Ça a moins de sens. Et de votre côté, on a peu parlé de votre modèle économique. Du coup, ces sédiments, vous les achetez, on vous les donne. Comment est-ce que vous avez construit votre business model ? Il y a différentes approches. Déjà, il y a la loi qui va imposer la gestion à terre des sédiments, qui l'impose déjà quand ils sont pollués. Et aujourd'hui, comme c'est des déchets, leur destination ultime, définitive, c'était les centres d'enfouissement. Et progressivement, l'Europe et la France, par extension, montent les taxes liées au stockage des déchets. On n'est pas encore au niveau des pays d'Europe du Nord qui sont à 2, à fois 3 nos taxes actuelles. Mais plus vous allez stocker en centre d'enfouissement un déchet, plus vous allez payer cher. Et donc du coup, on va se retrouver, nous, avec une solution de recyclage qui est plus économique que de l'enfouissement. Plus compétitive. Plus compétitive. Donc il y a quand même la démarche incitative réglementaire vis-à-vis de ça. Je suis tellement d'accord avec ça. Et ce qui est une des difficultés aujourd'hui, je trouve, des systèmes d'économie circulaire, c'est de monétiser toutes les externalités positives qu'on crée, finalement, en traitant des déchets au départ. Parce que, effectivement, le traitement des déchets, c'est de plus en plus cher, c'est programmé pour coûter encore plus cher. Et donc aujourd'hui, la manière de monétiser tout ce qu'il y a de bon à prendre dans l'économie circulaire, c'est un des sujets, en tout cas, sur lesquels on travaille beaucoup avec les universités qui se passionnent pour ces modèles-là aussi. L'innovation n'est pas que technologique, aussi dans l'économie. Non, et on sait à l'issue, Didier, qu'on doit pouvoir proposer une solution
qui même, si on va au bout sur ces boucles vertes locales, comme on l'évoquait tout à l'heure, doit coûter moins cher que ce qui se passe actuellement. C'est inévitable. Oui, mais si tu peux pas mettre dans ton prix de vente l'économie que tu réalises sur le transport, la collecte et la destruction par d'autres systèmes d'un déchet, tu vois, ça peut être moins loyal ou ça peut être plus incitatif à payer peut-être quelques euros de moins un système de destruction, alors que sur le système d'économie circulaire, tu recrées une dynamique qui peut durer 15 ans, 20 ans, 100 ans peut-être avec toi. Plus bénéfice d'image. Pas un bénéfice d'image, parce qu'il y a ce mouvement aujourd'hui qui est quand même lancé vers tous les sujets dont on parle, avec les jeunes, on en parlait tout à l'heure, qui sont friands de ces sujets-là et qui veulent l'accompagner, donc c'est plein d'espoir. Alors, messieurs, je me permets de continuer, parce qu'on a pas mal de questions. Autre question d'un spectateur, pourquoi ne peut-on pas recycler le polyester ? Le polyester fibré, c'est-à-dire qu'il y a des fibres à l'intérieur, qui est au départ un produit pétrolier fin des années 60, comme je le disais, un peu comme le nylon, il ne peut pas se recycler entre autres parce qu'il y a des mélanges. Après, les objets qui sont fabriqués en polyester, quand on recycle, il nous faut une matière pure pour pouvoir donné à quelqu'un, à un industriel par exemple, cette matière qui va lui retravailler pour le transformer en autre chose. Donc un bateau par exemple construit depuis 20 ans, c'est plein de contaminants à l'intérieur. Donc il faudrait découper les petits bouts de polyester, etc. Ce qu'on sait, c'est que le polyester des bateaux, c'est vrai pour les pales d'éoliennes carrément fin de vie, c'est vrai pour les bacs de douche, etc. C'est un enjeu majeur sur lequel beaucoup de recherches aujourd'hui sont engagées et qu'on va bien finir par trouver quoi faire avec ce polyester. Autre que du cache-misère, comme on dit, c'est-à-dire de le remélanger à un produit ou de le mettre sous nos routes ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est ça l'enjeu. Donc c'est assez passionnant, on verra bien. Et il faut qu'on trouve les solutions ou qu'on trouve d'autres matériaux pour remplacer ce composite peu onéreux qui a servi justement à aussi... Oui, il y a de la recherche aussi sur l'éco-conception pour remplacer le polyester non recyclable actuel pour les nouvelles... Voilà, ou en tout cas, je sais pas ce qu'on peut faire, parce que ça devient scientifique, mais comment on peut utiliser du composite polyester sans fibrer, parce que si on mélange les produits, on n'y arrive plus. Si vous faites du recyclage de papier, que vous mélangez des papiers journaux et des papiers magazines, vous ne répondez pas au cahier des charges de celui qui va refabriquer des papiers, qui va faire ces petits mélanges fins, pour des questions de fibres, encore. Enfin, c'est vos 30 ans d'expérience dans le traitement de déchets qui parlent. Donc ça, c'est un truc aussi... Et alors, peut-être une dernière question pour clôturer cette première table ronde. Quel a été le moteur de votre démarche vers l'économie circulaire ? Est-ce par conviction ou en application du cadre réglementaire de la loi de 2020 relative à l'économie circulaire ? Vous aviez un peu d'avance, donc... Voilà. Donc pour ce qui nous concerne, le hasard des régates étudiantes a fait qu'on s'est retrouvé confronté à la vase, à la pollution. Fameux pied dans la vase. Voilà, donc ça liait les deux, ça liait la passion et nos convictions. Donc nous, on a pris ce train, enfin on l'a surtout lancé. Et puis après, voilà, comme je le disais, il s'est construit dans le temps. Et aujourd'hui, une vraie passion nous anime avec un vrai why, c'est-à-dire aller au bout de la démarche sur ces sujets-là, mais par extension, quand j'écoute Didier, sur d'autres matériaux, notamment les déblais de chantier plus globalement, au-delà des sédiments. Et la législation vient comme un support pour vous parce qu'elle vous encourage dans votre démarche sur le long terme. Oui. Alors ça peut faire le parallèle avec la question précédente. C'est que la loi AGEC qui est sortie est très incitative, notamment pour les collectivités. Il y a un premier décret qui est sorti début mars qui implique dans l'achat public qu'il y ait une part de produits recyclés. Ça veut dire que dans une notation d'un produit qui a une équivalence technique, c'est celui qui aura la part de recyclé et qui va avoir la commande publique. Et ça, c'est déjà un vrai pas en avant qui est engagé. Merci messieurs, je vais être dans l'obligation de continuer. Je peux dire un truc là-dessus parce que c'est quand même important. Rapidement. On est tous producteurs de déchets. C'est formidable, on sait tout ce que c'est que de produire des déchets chez nous, dans notre cuisine, dans notre lieu de travail, etc. Quand on met les mains dans nos poubelles, j'invite tout le monde à vider sa poubelle et à la regarder de temps en temps, on comprend comment on consomme. Et aujourd'hui, l'enjeu d'agir sur nos sociétés de consommation, c'est une des portes, je trouve, les plus pragmatiques et les plus intéressantes aujourd'hui à ouvrir, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans notre milieu plus personnel. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'émission.
Alors, Horizon Europe, c'est le nouveau programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Donc, ça succède à Horizon 2020 pour la période 2021-2027. Alors, Horizon Europe vise à soutenir la recherche scientifique et technologique en Europe et aussi répondre à toutes les préoccupations des citoyens européens et pour maintenir les valeurs qui sont véhiculées par les pays membres de l'Union. Concrètement, le programme cadre, donc Horizon Europe, va lancer tout un tas d'appels à projets sur différentes thématiques via différents instruments de financement pendant les 7 prochaines années. Horizon Europe est organisé en 3 piliers qui diffèrent légèrement de ce qu'on a pu connaître pour Horizon 2020. Donc le premier pilier d'Horizon Europe est dédié à l'excellence scientifique, donc pour renforcer les bases de connaissances et d'excellence que sont celles des pays membres de l'Union européenne, via notamment le Conseil européen de la recherche et les activités liées à tout ce qui est lié à Marie Curie pour la ressource humaine européenne des chercheurs du public et du privé. Le deuxième pilier d'Horizon Europe va plutôt être dédié aux grands défis sociétaux, aux problématiques mondiales et à la compétitivité industrielle européenne. Donc il va être organisé en 6 grandes thématiques qu'on appelle des clusters, au sein desquels vont être lancés des grands appels à projets thématiques tout au long des 7 années que couvre le programme cadre. Donc ces clusters couvrent les grandes thématiques que sont la santé, la culture, mais également la sécurité, le numérique, le climat et plus largement l'alimentation et l'environnement, les ressources naturelles. Il faut savoir que plus de la moitié du budget d'Horizon Europe est dédié à ce pilier 2 et à la résolution de ces problématiques mondiales. Donc le pilier 3 est dédié à l'Europe innovante via notamment la création du Conseil européen de l'innovation qui sera mis en œuvre via 2 outils de financement principaux que vont être l'EIC Pathfinder et l'EIC Accelerator qu'on a déjà un petit peu vu dans Horizon 2020. Horizon Europe comporte également un pilier transversal qui vise à élargir la participation et à renforcer l'espace de recherche européen. Alors il faut savoir que l'une des grandes nouveautés d'Horizon Europe, c'est la mise en place de missions qui visent à veiller à la mise en place d'actions spécifiques visant à résoudre certains des grands défis sociétaux européens. L'une de ces missions, il y en a 5 au total, est dédiée à la protection des océans, donc c'est la mission Océan. Et donc c'est dire la place qui est réservée aux maritimes dans ce nouveau programme cadre. Donc les autres missions, par exemple, vont être consacrées au cancer ou bien encore à l'adaptation au changement climatique. Dans les différents programmes de travail qui ont pu paraître ces derniers mois, on arrive à avoir une idée assez précise des appels à projets qui vont sortir pour les 2 prochaines années et donc une idée assez précise de ceux qui vont directement concerner le maritime. Donc c'est le cas notamment pour le cluster 5 du pilier 2, donc ce cluster est dédié au climat, à l'énergie et à la mobilité, où on va retrouver des appels à projets dédiés aux énergies marines renouvelables, notamment à l'éolien flottant ou à l'éolien posé, mais également des appels à projets qui seront directement liés au green ship. Il y a également de nombreux calls du cluster 6, donc qui est dédié aux ressources naturelles, à l'alimentation et à l'environnement, qui vont pouvoir concerner les acteurs du maritime, notamment dans le cadre de la préservation des ressources, de la lutte contre la pollution, mais également des apports des nouvelles technologies ou bien des bases de données européennes. Alors, le programme 4 devait être lancé tout début 2021, mais les pays membres de l'Union ont mis un petit peu de temps à s'accorder sur le budget, qui a finalement été voté en toute fin avril, le 27 avril, par le Parlement européen, pour un budget total de 95,5 milliards d'euros, qui seront dédiés à la recherche et à l'innovation européenne. Donc, on peut espérer que le vote de ce budget donne le top départ du lancement des différents appels à projets qu'on attend avec impatience. Retour en plateau pour un nouvel échange autour de l'économie maritime circulaire. Cette fois, on s'intéresse aux ressources biologiques et leurs enjeux dans cette économie circulaire. Mais avant de présenter nos invités, de nouveau la vision du pôle mer sur le sujet à travers le regard de notre expert, Olivier Denoual. Au sein du pôle mer, plusieurs adhérents et plusieurs projets portent sur un développement d'une économie plus circulaire, à la fois dans la production, la transformation et la valorisation des bioressources marines. Premier exemple avec France Halieutis, un producteur d'ormeaux basé à Plouguerneau, qui a développé plusieurs projets comme Biodive Ormeaux, Génormeaux,
Et l'objectif, c'est de développer une coculture des ormeaux et des algues. Les algues viennent finalement recycler les déchets des ormeaux et ça permet une production plus rapide des algues et une meilleure valorisation à la fois comme fourrage pour les ormeaux et également dans le secteur de l'agroalimentaire. Ce site de production est donc plus vertueux et il est également complété par une meilleure valorisation de la coquille d'ormeaux, puisque avec l'aide d'une designeuse, ces coquilles d'ormeaux sont fondues, ça en fait un nouveau verre qui va permettre de développer de nouveaux produits autour des arts de la table. Ensuite, dans le domaine de l'aquaculture, notre adhérent Alégina, basé en Vendée, a développé un projet, le projet UMCB, pour Unité Mobile de Collecte et de Traitement des Déchets Coquillers. Là, l'objectif, c'est de valoriser les coquilles d'huîtres en les broyant, les concassant, les nettoyant, en les séparant et avec plusieurs transformations, on produit une pâte qui va être cuite et in fine un nouveau produit, le produit Kaomer est développé et ce produit on peut l'appeler la porcelaine de la mer. Concernant le secteur de la pêche, Abyss Ingrédients développe un projet, le projet Brain Booster, pour mieux vieillir. Donc le projet c'est de développer des compléments alimentaires à partir d'arêtes de merlu, à partir de têtes de sardines et après une valorisation de ces coproduits, ça permet d'agir sur des paramètres globaux du mieux vieillir, notamment sur la mémoire. Concernant les biotechnologies marines, la société AlgoSource, en partenariat avec le laboratoire GPEA, ont développé 2 projets, AlgoStep et AlgoStep Biomasse. L'objectif du projet, c'est de mieux valoriser l'eau usée des stations d'épuration avec des microalgues, et ces microalgues qui filtrent ces eaux usées seront ensuite valorisées comme produits biosourcés en remplacement de matériaux de biostimulants ou de biocarburants. La boucle est bouclée. Merci Olivier. Lucie, je te laisse de nouveau la main pour cette deuxième table ronde en compagnie de nos invités, Gabriel Bonneux, cofondateur et président de l'Isagua, et Antoine Prévost, directeur développement de Mytilimer. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ressources biologiques marines et d'économie circulaire. Vous avez 2 démarches différentes qu'on va pouvoir découvrir ensemble. D'abord, chez l'Isagua, vous avez un système de gambas que vous appelez triple zéro, car vous cherchez à avoir une production la plus intégrée possible, de gérer à la fois la filtration de l'eau, la nourriture de la gambasse, en consommant le moins d'énergie possible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que tout ce circuit complexe et vertueux ? Nous, l'idée à la base de l'Isagua, c'est de produire plus et mieux avec moins de ressources. Les gambas, donc c'est le 2e produit de la mer qui est commercialisé dans le monde. C'est 80 000 tonnes qui sont importées chaque année, donc avec un fort impact environnemental. Donc les mangroves qui sont déracinées, beaucoup d'antibiotiques, de conservateurs et un produit qui est importé surgelé, sans traitement chimique et sans impact environnemental. Donc au lieu d'élever uniquement des gambas, en fait, on s'inspire de la nature et on recrée un écosystème naturel où on a des gambas, des micro-organismes et des invertébrés marins. L'idée, c'est que tout l'aliment qu'on donne à manger aux gambas va être ensuite valorisé en interne. Donc au lieu d'avoir des rejets, nous on a des coproduits. On a une partie de l'aliment non valorisé qui est traité par des bactéries qui vont ensuite nourrir des microalgues qui vont ensuite renourrir nos gambas. Donc on utilise 20% d'aliments en moins. Et on a ensuite une partie des effluents, donc des boues, qui sont utilisés comme intrants pour une coproduction d'invertébrés marins qui vont donc épurer nos boues. Pour donner des ordres de grandeur, dans l'aliment qu'on donne à nos gambas, on a 36% de protéines. Dans les boues des gambas, il en reste 18%. Donc ça, au lieu de le jeter, de polluer l'environnement et d'avoir une perte économique, on le donne à nos invertébrés et il reste en bout de chaîne plus que 2% de protéines. Donc le but, c'est vraiment de valoriser totalement l'aliment. Cette énergie. Et vous avez aussi, à moyen terme, le projet d'utiliser la chaleur résiduelle de vos voisins, ce qu'on appelle la chaleur fatale, ce qui sort des cheminées, pour chauffer à 28 degrés vos bassins. Exactement, parce que donc les gambas, c'est une espèce tropicale. Donc produire mieux, avec moins d'aliments et moins de rejets, une espèce tropicale, si ça veut dire qu'il faut la chauffer avec de l'électricité ou du gaz, on perd toute la cohérence environnementale. Donc nous, on va implanter nos fermes à proximité de sites agricoles ou industriels. Ça peut être par exemple une chambre froide, une turbine qui va générer du froid, génère aussi de la chaleur. Ça peut être un incinérateur, une unité de cogénération d'un méthaniseur. Donc on installe nos fermes à proximité de ces unités qui disposent de chaleur pour maintenir nos bassins en température. Donc on est vraiment dans une logique d'écologie industrielle
au-delà de simplement l'écologie circulaire au niveau biologique dans nos bassins. Merci beaucoup. Ouais. De votre côté, chez Mitilimer, Antoine Prévost, vous avez une démarche différente, c'est que vous produisez des moules qui sont calibrés et vous avez à peu près 20% de ces moules qui sont trop petites et que vous rendiez au milieu, vous les remettiez à la mer et vous êtes en train de travailler sur un projet pour pouvoir les commercialiser en les retraitant. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire de ces moules sous taille ? Exactement. Alors déjà, dans un premier temps, Mitilimer, c'est une entreprise qui a une petite vingtaine d'années, qui est née de producteurs de moules de la baie du Mont-Saint-Michel, qui se sont regroupés pour monter une structure. Et l'entreprise a grandi et évolué ces dernières années pour être aujourd'hui un acteur important sur le marché des moules et même leader sur le marché européen. Donc sur la production de moules, il y a un enjeu, c'est sur les petites moules. C'est assez facile à comprendre, hein. C'est que quand vous allez au restaurant, généralement, on dit les moules, elles sont de belle taille. Elles sont de belle taille parce qu'il y a ce travail de calibrage par nos soins avant de les distribuer à nos différents clients. Et donc il y a une partie de la production qui est trop petite pour être commercialisée en vivant, qui aujourd'hui est rejetée sur l'estran ou en mer. Et donc l'objectif du projet, qui est un projet qui est porté par l'entreprise depuis maintenant un peu plus de 5 ans, c'est de retraiter et de retravailler et de valoriser ces moules sous taille, qui n'est pas un coproduit, puisque la moule sous taille est une petite moule avec les mêmes qualités gustatives, organo-nutritionnelles. Donc c'est un projet qui a été porté par l'entreprise depuis de nombreuses années, donc il y a eu toute une phase d'exploration expérimentale, scientifique avec des partenaires pour étudier le meilleur process pour récupérer la matière organique de ces produits-là. Donc on s'est arrêté sur un concept aujourd'hui qui est breveté, c'est la séparation par hydrolyse de la chair de moule et de la coquille de moule. Donc on va récupérer toutes ces petites moules, on va les hydrolyser. On va faire, si vous voulez, une grosse marmite. On va injecter des enzymes qui vont permettre de séparer la coquille de la chair. On va récupérer en sortie de process une coquille complètement saine, donc c'est-à-dire sans matière organique. Et de l'autre côté, on va appeler ça un jus protéiné, c'est-à-dire un concentré de protéines qui va être utilisé dans différentes applications. Donc là, il y a le champ d'exploration technique scientifique qui a été mis en place. Et on a travaillé aussi sur le schéma de valorisation, parce que quand on parle d'économie circulaire, il faut avoir en tête, on est dans un schéma de création de valeur. Donc d'apporter de la valeur dans le cycle complet, de plutôt gérer ça comme un avantage plutôt qu'une contrainte. Et donc on a fait un grand travail auprès de différents industriels, on a mené plusieurs études de marché pour voir comment on pouvait valoriser ce produit-là. Et donc notre hydrolysa va être utilisé et peut être utilisé dans l'industrie alimentaire pour des arômes alimentaires, puisque c'est très riche en saveurs, le jus de moule concentré, si vous voulez, ou aussi en alimentation animale, que ce soit pet food, animaux domestiques, ou sinon ça peut même aller dans l'alimentation pour l'aquaculture. Et après, les coquilles, c'est utilisé comme source calcaire, donc en amendement dans l'alimentation animale. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase de déploiement, puisqu'on va construire donc ce site à Cancale qui va permettre de retraiter l'intégralité de ces moules sous taille, qui est intégré dans un projet global de maîtrise de la filière. Vous parliez de valorisation, et c'est vrai que c'est toujours une question, on en parlait avec Catherine Chabot en introduction, de cette notion de flux, de comment est-ce que je vais trouver un fournisseur de chaleur pour chauffer mes bassins, comment je vais trouver quelqu'un qui va racheter ce que je produis à partir de ces moules. Du coup, comment est-ce que vous pouvez vous mettre en lien et trouver des acteurs industriels qui soient sensibles à la démarche et qui travaillent avec vous ? Du côté de l'ISAQUA, on fait d'abord travailler les réseaux. Le but, c'est pas d'aller prospecter tous les industriels ou tous les incinérateurs un par un, mais de travailler avec des têtes de pont. Donc ça peut être des réseaux comme le Pôle Mer Bretagne Atlantique, c'est des réseaux liés à l'énergie, voire des collectivités locales, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'intérêt autour d'un point de chaleur. Je prends l'exemple d'un incinérateur. On a le syndicat local, donc la collectivité locale qui est propriétaire. On a l'exploitant qui peut être quelqu'un comme Suez, comme Veolia. Et chacun a un intérêt. Veolia va pouvoir revendre de la chaleur, donc générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Pour la commune, ça va être un axe de communication fort, de réimplanter de l'agriculture, de l'aquaculture localement, de valoriser un rejet.
Donc on essaye de croiser tous ces réseaux pour identifier ensuite le site qui correspond en termes de foncier, au niveau réglementaire et en termes de capacité de chaleur disponible. On est dans le même schéma, c'est de réussir à mettre toutes les parties prenantes autour de la table. Parce qu'aujourd'hui, et notamment quand on rejette ces moules sous taille, ça peut même créer de la nuisance, la nuisance visuelle, olfactive, etc. Donc l'idée, c'est de travailler avec tous les partenaires locaux, les partenaires industriels, parce qu'effectivement, on est sur une solution technique avec aujourd'hui, comme je le précisais, un brevet. Donc il y a plusieurs organismes avec lesquels on travaille sur ce projet-là, organismes publics qui peuvent nous accompagner sur la dimension technique, recherche. Et puis après, il y a la dimension commerciale qui est essentielle pour la pertinence et on va dire la pérennité de ce type de projet-là. Après, on a aussi besoin d'un appui, on va dire de l'État ou de la collectivité. C'est des projets qui sont lourds à porter. Le projet, notre unité de traitement des moules sous taille, c'est en exploitation sur les 5 premières années, c'est 5 millions d'euros d'investissement. Donc on est sur des projets qui sont lourds. On a cette dimension effectivement réglementaire qui se met en place et on attend aussi un engagement et un soutien de la collectivité, de l'État. C'est un projet qui est soutenu par l'ADEME. Donc on est aidé et épaulé par l'ADEME sur ce projet-là. Et d'un point de vue plus global, puisque ce projet-là s'intègre dans un projet industriel qui va voir le jour à Cancale, on attend aussi un soutien de la force publique, on va dire, sur ces projets avec liant la gestion des filières, parce qu'on est pleinement dans la gestion des filières, l'intégration complète des filières, la réduction de notre empreinte carbone. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on a l'habitude de dire qu'on coche toutes les cases par rapport à l'évolution et aux attentes des citoyens ou aussi du politique. Voilà. On a besoin aussi, et je pense qu'il y a un vrai besoin des acteurs de la mer de se mettre en avant et qu'on arrive avec les politiques à porter ces projets-là pour mettre la mer avant tout sur le devant de la scène, parce qu'on parle beaucoup d'agriculture, hein, c'est nos voisins, mais c'est vrai qu'il faut aussi parler de tous les exploitants de la mer, parce que c'est les premiers acteurs de l'économie et de l'écologie. Je crois que c'est le projet de Catherine Chabot de mettre un petit peu de maritimiser tous ces sujets, donc je pense que ça avancera. On a peut-être des questions. Oui, tout à fait. Donc merci déjà à tous les trois. Alors première question, comment souhaitez-vous en fait exporter votre savoir-faire et peut-être dans quel objectif, si c'est peut-être un projet à venir? Je sais que vous avez des projets de développement, notamment en termes d'emploi, beaucoup d'ambition. On est encore au démarrage du projet. On est en train de construire une nouvelle ferme de production, donc à Saint-Herblain, juste à côté de Nantes, qui va pouvoir produire 10 tonnes de gambas par an. L'objectif, c'est ensuite d'aller dès 2023 sur des échelles vraiment plus industrielles, entre 100 et 500 tonnes de capacité de production. Et nous, on développe vraiment une technologie d'élevage et à terme, on prévoit de déployer un réseau de fermes sous licence en France, en Europe, mais également aux États-Unis. Donc on a vraiment une ambition globale pour avoir plusieurs dizaines de milliers de tonnes qui soient produites avec notre technologie. Donc ça, c'est en cours. De votre côté, avec vos l'exportation, alors déjà dans un premier temps, ça va être exporté hors de la Bretagne. Non, il y a plusieurs bassins de production de moules en France. Il y en a dans le nord de la France, il y en a en Normandie, en Bretagne, et ça descend jusqu'en Charente. L'idée, c'est aussi d'être au plus proche des bassins de production. Donc là, notre unité de production et de traitement va concerner, on va dire, le bassin du Mont-Saint-Michel, de la Normandie, bassin du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Brieuc. Il y a d'autres zones de production, et encore une fois, dans l'équilibre écologique et la pertinence, c'est éviter de transporter des produits. Donc demain, on sera peut-être amené à créer des unités spécifiques sur les lieux de production pour gagner en efficacité. Et c'est un projet qui est aussi déployable aussi sur d'autres bassins de production en Europe. L'Irlande est un grand bassin de production de moules aussi, avec ces mêmes problématiques de moules sous taille. On implante. Merci beaucoup à vous. Ensuite, avant de retrouver notre grand témoin Catherine Chabot, qui reposera son regard sur les sujets évoqués tout au long de l'émission, une nouvelle petite chronique que nous retrouverons également à chaque émission. Aujourd'hui, premier épisode d'une série où nous allons découvrir le parcours d'une porteuse de projets innovants. C'est le tuto Innove.
Voici Juliette, ingénieure R&D chez Inovmer. Elle a une idée novatrice et a besoin d'aide pour la mettre en œuvre. Elle sait que le pôle mer Bretagne-Atlantique accompagne la recherche et le développement maritime à travers des projets collaboratifs et innovants. Mais au fait, c'est quoi un projet collaboratif innovant ? Et avant tout, c'est quoi l'innovation ? L'innovation concerne des produits, des procédés ou des services qui ont un caractère novateur. L'innovation peut être incrémentale, elle améliore ce qui existe déjà, ou majeure, elle propose des idées radicalement nouvelles. Elle peut être aussi adjacente, en partant de l'existant et en l'adaptant à un nouveau marché, ou encore de rupture, en repensant l'utilisabilité d'un produit ou d'un service pour le démocratiser. Elle se distingue de l'invention car elle crée de la valeur pour les entreprises, qu'elles soient économiques, financières ou stratégiques. Elle participe donc à leur croissance. Mais pourquoi collaborer pour innover ? Alors seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. En collaborant avec des entreprises, des acteurs de la recherche ou encore des représentants de filières, on crée une synergie de compétences, en profitant de l'excellence scientifique des laboratoires de recherche, en intégrant des technologies développées par d'autres entreprises. On a également accès à des guichets dédiés aux projets collaboratifs qui permettent de financer tous les partenaires. On mutualise aussi les investissements et les risques. À quoi servent les pôles de compétitivité dans tout ça ? Ils sont les acteurs incontournables du développement et de l'accompagnement des projets collaboratifs innovants. Ils boostent la compétitivité des filières et facilitent les collaborations entre les mondes de l'industrie et de la recherche. Véritable levier de l'innovation, ils offrent une expertise thématique, ils ouvrent leur réseau source de partenariats, ils fédèrent un écosystème territorial, ils donnent de la visibilité, communiquent et accompagnent même les projets à l'Europe et à l'international. Alors Juliette, prête à te lancer et à te laisser guider ? Nous retrouverons les aventures de Juliette dans les prochaines émissions, mais tout de suite, je me retourne vers notre table d'entretien où j'ai le plaisir de réaccueillir Catherine Chabot en compagnie de Lucie pour un dernier regard sur notre thématique du jour, l'économie maritime, circulaire et l'innovation maritime au sens large bien sûr. C'est notre dernière rubrique, le regard. À vous, mesdames. Nous nous retrouvons après ces échanges très intéressants avec différentes initiatives qui illustrent vraiment les propos que vous nous aviez offerts en introduction. Et justement, pour revenir, vous parliez de réglementation tout à l'heure et on a pu entendre dans tous leurs témoignages à quel point cette réglementation, elle était importante pour aller dans le sens de leurs innovations et comment est-ce que toutes ces contraintes, notamment européennes, avaient pu être le fruit d'innovation et de dépassement. Je trouve qu'elles répondent tout à fait à cette phrase qui dit que sous la contrainte naît l'innovation. Et ils en ont parfaitement parlé parce qu'à la fois au niveau national, la loi AGEC, anti-gaspillage pour l'économie circulaire, mais aussi tout le paquet économie circulaire au niveau européen, ça oriente. En fait, il y a des allers-retours, moi je pense, entre l'Union européenne et les acteurs de terrain. Les acteurs de terrain qui, par leurs innovations, éventuellement aussi orientent, et ça, à mon avis, c'est aussi le rôle le pôle mer qui embarque avec lui, parce que tous ces projets sont labellisés par le pôle mer. Donc il y a une inspiration du terrain qui aide éventuellement à accélérer les politiques publiques européennes et nationales. Et puis, il y a aussi au niveau européen des orientations, un cadre législatif nécessaire, parce que ça a été dit plusieurs fois, notamment dans le cadre des sédiments de dragage ou du recyclage des bateaux, qu'on avait besoin finalement de ce cadre législatif. Et autre chose qui est revenue plusieurs fois, c'est cette question de l'écologie industrielle et de se dire que l'industrie n'est pas forcément grise et polluante, mais qu'on peut trouver des moyens de la valoriser et de la verdir, voire la bleuir dans la thématique d'aujourd'hui. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été évoquées, notamment avec la réutilisation, cette espèce de boucle sur les sédiments de dragage qui finalement retrouvent éventuellement un usage. Et ça me permet d'évoquer un concept que j'aime beaucoup, qui est celui des infrastructures à impact positif.
demain, quand on va concevoir, et j'ai du mal, c'est un concept que je connais depuis longtemps, que j'ai du mal à promouvoir, mais là, il a parfaitement été illustré avec l'exemple de Solvay L'Or. Les piliers, par exemple, des éoliennes offshore, non seulement elles peuvent être envisagées comme devant réduire leur impact sur l'environnement, mais leurs matériaux et la géométrie des matériaux peuvent favoriser l'effet récif et l'effet réserve des champs d'éoliennes offshore. L'écologie industrielle, ça a été aussi dit par Lisa Quast, c'était très intéressant, parce que sa démarche, elle est systémique, c'est-à-dire que il a une démarche d'économie circulaire autour, dans tout l'aspect biologique, mais aussi dans son entreprise elle-même. Donc c'est une boucle. Un point aussi important, il n'y a pas pour moi d'éco-conception sans un accompagnement d'une analyse de cycle de vie. Et à mon avis, là il y a un sujet, moi j'avais travaillé il y a quelques années avec l'Université de Bretagne Sud, et je pense que notamment sur l'éco-conception des navires, des bateaux, on a besoin d'analyse de cycle de vie pour avoir une mesure, est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas, ça c'est véritablement important. Et peut-être que pour conclure, on peut se dire qu'il y a quelques années, les gens n'y croyaient pas à cette question des valorisations de sédiments marins, et là, l'évolution des mentalités, des réglementations fait que si, ça s'est concrétisé, et c'est un message assez positif qu'on peut porter. Et tout à fait. Moi, je crois tout à fait qu'il y a des pionniers dans ces solutions-là. Moi, il y a quelques années, j'ai porté un projet qui était labellisé par le pôle mer, du reste, et le pôle MC2, matériaux, de voiliers du futur. Et on avait une approche systémique. Eh bien, la quasi-totalité des innovations, parce que je pense qu'on était un peu en avance, qu'on avait portées à l'époque, aujourd'hui, les porteurs de projets les ont développées, etc. Et je trouve que toutes les solutions qui nous ont été proposées, il y a quelques années, on aurait probablement dit ça c'est un peu fou, et ça n'est pas forcément économiquement viable. Or, et c'est là où on revient sur l'intérêt de la contrainte réglementaire, parce que s'il y a une contrainte réglementaire qui vous oblige à introduire des matériaux recyclés dans vos objets, etc., ça accélère. Un dernier point pour évoquer le sujet des ressources, parce que la planète, elle est finie, elle n'est pas infinie. On a un vrai problème quand même devant nous. Donc c'est pas un petit sujet devant lequel on est. Moi j'ai vu des présentations assez impressionnantes de la fin de ressources. Dans 40 ans, il y aura plus de cuivre par exemple sur Terre. Donc il y a une espèce de ruée vers l'or. On s'imagine que les minéraux qu'il y a dans le fond des océans peuvent être des ressources. Pour l'instant, il y a un moratoire sur les ressources du Parlement européen sur ce sujet-là, donc c'est pas un petit sujet. Par conséquent, je pense qu'il faut vraiment que tous on se retrousse les manches et pour réutiliser ce qu'on a déjà. Et il y a un sujet, on évoquait tout à l'heure le polystyrène. Ce que l'on constate, c'est que souvent on a complexifié dans les matériaux composites, par exemple, on a complexifié parce qu'on a par exemple de la fibre de carbone, du Kevlar et un polymère qui va être de l'époxy ou autre, etc. Et en discutant avec des scientifiques, l'avenir passe peut-être par le même polymère, la même molécule, mais mise en œuvre différemment. Donc il y a, à mon avis, encore un champ à explorer qui est absolument formidable. D'innovation. Et moi, je crois que toutes ces innovations, je rêverais de les voir présentées demain au Parlement européen. Donc, j'invite, pour votre première, les organisateurs du Blue Innov au Parlement européen pour valoriser tout ça. Merci à vous. Merci. Alors, peut-être une question rapidement à répondre. Selon vous, quels pourraient être les leviers publics ou privés à mettre en place ou à développer afin d'encourager cette économie circulaire, que ce soit peut-être du financement ou des labels, par exemple ? Les labels, c'est une très bonne idée. Je pense aussi le cahier des charges des appels à projets et des appels d'offres, des appels publics. Moi, je pense que c'est d'introduire l'obligation très en amont. C'est d'ailleurs tout le sens de l'initiative que j'ai lancée il y a quelques années, maintenant il y a 3 ans, pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité. C'est mettre la responsabilité individuelle et collective. Mais je pense qu'on peut accélérer finalement la transition
en à la fois motivant cette responsabilité, mais aussi en introduisant très en amont, en mettant des orientations, qu'elles soient législatives, mais aussi en termes, c'est ça, de profil des porteurs de projets. Le problème aujourd'hui qu'on a avec, à mon sens, avec les énergies marines, c'est que on ne leur met pas forcément dans le cahier des charges l'obligation d'éco-concevoir, d'imaginer la fin de vie, de travailler sur des matériaux et des géométries qui favorisent l'effet récif, l'effet réserve, pour ne prendre que cet exemple-là. Encore tout un champ qui s'ouvre. Très bien, merci. Merci Lucie, merci au journal Le Marin pour la préparation de ce rendez-vous et surtout merci à vous Catherine Chabot merci à vous. De nous avoir honorés de votre présence pour cette grande première. Et bon vent. Merci. L'émission arrive ainsi à son terme en espérant vous avoir fait partager en peu de temps un maximum d'informations autour de ces enjeux. Bien sûr, l'émission sera visible et disponible en replay dès cette semaine sur le site web de notre partenaire Le Marin et accessible via les réseaux sociaux du Pôle Mer. Donc n'hésitez pas à commenter, réagir et à continuer à poser vos questions, nous y répondrons. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Lucie en live le 24 juin à Brest, dans un lieu insolite, majestueux et emblématique de l'innovation maritime, et que nous vous ferons découvrir à cette occasion. Une émission qui nous amènera sur un thème étonnant, l'innovation dans tous ses états, où il sera question, je crois, à la fois d'histoire et de rupture. Bref, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous le 24 juin pour découvrir tout cela. Merci aux équipes techniques de Rivacom et à tous ceux qui ont œuvré dans les coulisses. Bonne journée à tous sous le signe de l'innovation.